Bonjour tout le monde. Faut-il perpétuer la tradition de l'histoire du Père Noël qui enchante nos chères têtes blondes et fait de merveilleux souvenirs, ou se débarrasser d'un mensonge collectif qui violente les enfants en leur offrant une adorable histoire avant de la leur arracher? Eh bien parlons-en. Parlons du Père Noël. Une grande partie des enfants occidentaux âgés de 2 à 9 ans partagent une croyance. Il existe un vieux monsieur, ventripotent, très jovial et bienveillant, qui, une nuit par an, visite les maisons pour y déposer les cadeaux de Noël. L'abandon de cette croyance se produit majoritairement vers 7 ans, ce qui coïncide avec ce qu'on appelle l'âge de raison. Mais ce développement des capacités cognitives ne suffit pas à expliquer entièrement cette transition, pas plus que la prédisposition à la fantaisie. Les enfants les plus imaginatifs ne croient pas forcément plus longtemps à cette histoire. Source. Le Père Noël n'est pas une simple fable qu'il s'agirait de gober bêtement ou de traiter avec distance et sagacité. Ce récit fait partie prenante de la culture et de la relation qu'entretient l'enfant avec son entourage. Nous ne sommes pas censés passer notre temps à raconter des bobards. Et je vous signale, nous échangeons entre nous de grandes quantités d'informations qui sont correctes et utiles. C'est ça, le régime normal de nos interactions sociales. Dans ces conditions, quel enfant élevé dans une famille sans problème suspecterait une machination internationale impliquant les médias, les magasins, les artistes, les professeurs et les parents? Impensable. Et pourtant, c'est bien ce qu'il se passe. Ce mensonge rituel du Père Noël ressemble beaucoup à une conspiration. À ceci près que les conspirations se distinguent par le gain que les participants en retirent, toujours aux dépens des autres et souvent du plus grand nombre. Or, et c'est un petit peu ça le sel de l'affaire, qu'avons-nous à gagner à mentir à nos enfants? Eh bien ce gain existe, ou du moins il est clairement visé par certains parents qui utilisent la croyance au Père Noël pour manipuler le comportement de leurs enfants. Selon une étude de 1978, la majorité des parents américains agissent ainsi. Source. Affirmer que le Père Noël ne récompense que les enfants sages est un discours normatif qui confine au chantage affectif dans le but d'obtenir qu'un enfant obéisse. En ce sens, il faut bien admettre qu'il s'agit d'une manipulation exercée au seul bénéfice des parents, ce qui fait, sans doute, de notre histoire, le plus grand complot du monde. Le cas du Père Noël est très intéressant, car si on y regarde bien, d'un peu plus près, un jeune enfant qui y croit ne fait pas preuve de bêtise ou d'irrationalité. Il a plus de raisons qu'il n'en faut pour y croire à cette histoire. L'enfant a raison d'y croire. Imaginons un instant, vous avez 4 ans, votre famille, vos copains et copines, votre entourage, tout le monde parle de ce Père Noël comme d'un être tout à fait réel et même important, dont vous pouvez espérer recevoir des cadeaux au prochain solstice. À cet âge, comme à celui que vous avez maintenant devant votre écran, votre et mon principal moyen d'acquérir des connaissances sur le monde, c'est d'écouter d'autres êtres humains, de nous fier à ce qu'ils disent, ou à tout le moins en nous en remettant à une forme de synthèse des différents avis, des différentes versions que l'on peut entendre. Si toutes les sources reconnues comme étant fiables autour de vous vous disent que le Père Noël existe, il serait très surprenant que cela vous paraisse faux en première analyse. De prime abord, quand toutes les sources vous disent un truc, vous, comme moi, vous acceptez que c'est vrai. L'histoire du Père Noël n'est pas une confabulation, une adhésion irrationnelle. C'est au contraire une croyance parfaitement rationnelle qui se forme en réponse à des informations trompeuses. Eh oui, on trompe les gens. On vous présente, cher enfant, des preuves innombrables. Des photos du Père Noël, des films avec le Père Noël, des lettres que vous envoyez à l'adresse du Père Noël que vos parents promettent d'aller poster. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Vous pouvez même le croiser dans une galerie marchande. Et on pourrait ajouter des détails. Le traîneau,
les rennes, le pôle Nord, la cheminée, le manteau rouge, toutes les versions concordent les unes avec les autres. L'enfant ne dispose pas d'une meilleure théorie pour expliquer tous les faits qu'il constate. Il est raisonnablement convaincu de la véracité de la version qui fait consensus autour de lui. Ne prenons pas les enfants pour des cons. Quand il y a consensus, on n'est pas bête d'y croire. Ce rapport d'adhésion à la fable du Père Noël est logique. L'enfant peut se poser une série de questions très pertinentes. Qui me dit quoi? Cette source est-elle fiable? Me donne-t-on d'autres explications plus solides? Ai-je des raisons de penser qu'on me trompe? Quel serait l'intérêt d'inventer tout ça? Et les réponses qu'il est en mesure de trouver rendent le Père Noël tout aussi vrai que les éléphants, la muraille de Chine ou encore Mars et Jupiter. Bien sûr, il devrait se poser d'autres questions. Mais ça, nous le savons parce que nous ne croyons pas au Père Noël. Ces questions supplémentaires n'ont pas de raison d'être quand les premières trouvent des réponses consonantes. Il est courant de s'amuser avec un tout petit peu d'arrogance comme ça, de l'incohérence totale de l'histoire du Père Noël en convoquant des chiffres et des connaissances en sciences physiques de niveau lycée. Jouons à ce jeu juste un instant. On pourrait estimer à environ 1 milliard les enfants du monde occidental qui croient et attendent le Père Noël. Il faut exclure les enfants qui ne sont pas sages. En reste-t-il la moitié, un peu plus? Combien d'enfants par foyer? Mettons 3. Et disons que cela laisse au Père Noël 200 millions de maisons à visiter. C'est une estimation basse. La nuit de Noël, notre livreur peut compter sur 31 heures d'obscurité, en tenant compte de la rotation terrestre. Il doit donc visiter 1792 foyers par seconde et parcourir quelques millions de kilomètres au cours de la nuit dans un traîneau chargé de plusieurs centaines de milliers de tonnes de cadeaux traînés par on ne sait combien de milliers de rennes hyper entraînés. Une telle masse volant à une telle vitesse illuminerait le ciel tandis que les rennes se vaporiseraient comme des météores, si l'on en croit les calculs que pourrait faire un adulte féru de physique. CQFD, les enfants sont donc vraiment trop bêtes. Mais en réalité, soyons un tout petit peu honnêtes, ces chiffres n'ont aucun sens concret pour vous. Ils n'en ont aucun pour moi. Ce sont des abstractions que nous savons comparer à d'autres abstractions pour évaluer à quel point elles sont inconcevables. L'enfant dépourvu des connaissances qui permettent de faire cette analyse n'est pas idiot, il est ignorant. De même que nous sommes généralement ignorants des ressources et intrants mobilisés, des flux différentiels d'énergie et des matériaux nécessaires pour construire tel type de centrale électrique, ce qui nous empêche d'asseoir notre préférence sur des raisonnements pleinement rationnels de notre soutien, de notre opposition au projet d'implantation d'infrastructures produisant notre énergie, l'enfant ne connaît pas le nombre d'habitants de la Terre, la contenance d'une hotte ou d'un traîneau, la force des frottements de l'air, etc. Dans le même temps, son imaginaire s'accommode d'un certain nombre d'incongruités, comme celle permettant à un vieux monsieur d'emprunter une cheminée. Pourquoi pas? Je cite Serge Larrivé et Carole Sénéchal, la croyance au Père Noël a une date de péremption. Fascinés par les contes de fées et le merveilleux, les enfants recourent volontiers à la magie pour expliquer une situation ou un événement dont le niveau de complexité dépasse leur niveau de compréhension des lois physiques. Les considérations logistiques de la mission du Père Noël prennent certes du poids en grandissant, mais pour les plus jeunes, elles sont bien peu de choses en comparaison des preuves omniprésentes. Vous avez peut-être une croyance fausse sur le Père Noël, vous aussi. Croyez-vous que c'est Coca-Cola qui a transformé le Saint-Nicolas dans son manteau vert en cet affable gros monsieur de rouge vêtu et de blanche fourrure ourlée? Que nenni, dès 1860, l'illustrateur Thomas Nast publiait dans le journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly un portrait tout à fait moderne du personnage. Le même Nast est, semble-t-il, responsable de sa domiciliation
pôle nordique. En 1931, Coca embauche Haddon H. Sundblom et ce dernier donne un pantalon au Père Noël et achève ainsi de créer l'icône désormais indéboulonnable. Vous aviez sans doute une idée fausse sur les origines du Père Noël. Vous aviez une croyance? Maintenant vous saurez. La pensée critique au secours de l'enfant crédule, le point d'interrogation. On pourrait penser qu'il suffise d'appliquer une recette à l'aide d'outils qui rendent plus raisonnable, plus rationnel, plus critique, pour que les enfants détectent la supercherie. Après tout, on s'imagine souvent que c'est le cas pour les adultes. Alors bon, regardons comment l'approche critique, sceptique, rationaliste est efficace dans ce concept. Premièrement, vérifions les sources pour décider, pour évaluer. Si je dois croire un énoncé, je peux, en première analyse, me poser deux questions. La source dont je tiens cette information est-elle fiable? D'autres sources fiables disent-elles des choses incompatibles? Notre petit enfant de 4 ans sait qu'il peut se fier à quelques autorités épistémiques, les grands qui savent. Si une histoire est racontée par tous les grands, qu'on la retrouve dans les livres, sur les écrans, dans les boutiques, il est recommandé d'y croire. Savoir faire confiance à ceux qui en savent plus que nous est certes vecteur de crédulité, mais c'est une attitude, tout ce qu'il y a de rationnel. Nous agissons pareillement quand nous nous en remettons à l'avis d'un spécialiste sur un sujet où nous ne saurions pas juger par nous-mêmes. À 4 ans, on a compris qu'il était préférable de croire les adultes qui disent de faire attention au trafic routier, de ne pas s'approcher du bord de l'eau, de s'habiller chaudement, de ne pas taper sa sœur, de ne pas poser la main sur le poil, d'avaler un médicament, d'être attentif à l'école, etc. Un enfant rationnel se conforme à certaines attentes. Il comprend qu'il est dans son intérêt d'accepter ce qui lui est dit est vrai. Dans l'affaire du Père Noël, l'approche méthodique qui consiste à vérifier et comparer les sources ne peut fonctionner que si l'on jouit d'une grande autonomie dans la recherche et la compréhension de celle-ci. Même doté de la capacité à se poser des questions, l'enfant de 4 ans n'aura pas vraiment l'opportunité de se donner à l'exercice. Il n'a pas accès à des sources diversifiées. Terminé. Le récit du Père Noël est accompagné de tous les signaux d'autorité et de fiabilité habituels. Deuxièmement, l'histoire du Père Noël est-elle si extraordinaire? L'instance de David Hume nous dit que des propositions extraordinaires réclament des preuves extraordinaires. On la prononce souvent pour rappeler l'importance de proportionner les preuves à la banalité ou à la bizarrerie de ce que l'on veut expliquer. Mettons-nous en contexte. La plupart des petits-enfants n'ont jamais vu de traîneau tiré par des rennes. Ils vivent dans un monde où les avions, les drones sont d'une grande banalité. Alors en quoi un traîneau volant est-il si épatant? Alors certes, c'est magique, bien sûr, mais la magie occupe les histoires qu'on leur raconte. Les contes de fées, les films de super-héros, ça fait partie de leur quotidien. Et donc c'est banal, ou presque. Et même s'ils ne comprennent pas bien la magie à l'œuvre, elle n'est pas à leurs yeux plus mystérieuse que l'électricité qui allume les lumières, alimente l'ordinateur et chauffe le four. Le monde autour d'un enfant de 4 ans est rempli de choses bien plus incompréhensibles et bizarres qu'un traîneau qui vole. La maxime de Hume ne nous sert presque à rien quand on a 4 ans. Troisième élément de méthode, l'alternative est féconde. Pour éviter de croire trop vite une théorie un peu trop fausse, il est important de toujours se demander si une autre explication pourrait être meilleure. C'est seulement quand on a pu vérifier que l'énoncé X est supérieur à tous les autres qu'il devient raisonnable d'y adhérer assez fortement. Notre petit Père Noëliste dispose-t-il d'une théorie alternative et peu coûteuse pour expliquer les cadeaux, les films, les courriers et tous les témoignages qui abondent? Même en appliquant une recherche sérieuse digne d'un penseur critique de haut vol, un jeune enfant a peu de chances de donner sa chance à l'idée que tout le monde ment
pour lui faire plaisir. Que tout le monde ment parce que sinon la fête elle est moins sympa. Que tout le monde ment parce que c'est mieux. Admettez que ce n'est pas une hypothèse raisonnable. En grandissant, toutefois, il sera vite en mesure de repérer les incohérences entre diverses versions du même sujet. Là, d'accord. Nous trouvons-nous devant un échec de la pensée critique, c'est bien possible. Peut-être que c'est insoluble. Un enfant, comme vous le savez, ne dispose pas de suffisamment d'informations sur le monde, de connaissances, pour pouvoir juger de la vraisemblance de très nombreux énoncés qu'il va pourtant tenir pour vrai ou pour faux. C'est d'ailleurs un trait qu'il partage avec de très nombreux adultes. Notre enfant de 4 ans, il nous paraît crédule. Même si l'intelligence, la curiosité ou la sagacité ne lui font pas défaut, il n'a pas les aptitudes et les connaissances pour s'étonner d'un paradoxe pourtant criant. Vous allez voir que vous allez le voir, hein. Si ce sont les enfants sages qui sont récompensés par le Père Noël, n'est-il pas curieux de voir que les plus beaux cadeaux se trouvent souvent au pied des sapins, des foyers où les parents sont riches? Ce fait ne lui semble pas avoir une substance, n'est pas une vraie pierre d'achoppement, puisque la distribution des cadeaux est définie au départ comme étant juste. Et c'est ça qu'il faudrait remettre en question, sauf que ça fait partie du package. Le récit moralisateur agit de toutes ses forces. Il n'est guère confortable de douter que le Père Noël récompense effectivement les enfants sages. Une histoire consolatrice qui n'est pas sans rappeler le mythe de la méritocratie, qui autorise les adultes à croire que les riches méritent leur argent, car alors il suffit d'être soi-même méritant pour espérer voir sa situation financière s'améliorer. Peut-être qu'il y a des formes de Père Noël pour adultes, hein, c'est possible. Dissoudre l'illusion de la méritocratie, c'est s'exposer à des explications du monde beaucoup plus complexes, qui mettent en jeu des discours et des contre-discours politiques, sur la lutte des classes, les déterminismes sociaux, les plafonds de verre, le tokenisme et autres concepts qui éclairent les mécanismes de la société, mais arrachent à l'individu une illusion de contrôle, une part de rêve de réussite. Cette violence-là n'a rien à envier au traumatisme de l'enfant qui découvre que la jolie histoire du monsieur bienveillant cache une mascarade à laquelle tout le monde s'adonne sans trop jamais réaliser la cruauté collective à l'œuvre. Nous échouons souvent à employer notre esprit critique parce que nous n'avons pas conscience de nous trouver dans une situation où cela nous serait utile, et cela à tous les âges de la vie. Si la vaste majorité des enfants exposés au récit du Père Noël y croient, ça n'est pas un signe d'irrationalité, mais plutôt l'indice que la rationalité à l'œuvre ne fonctionne pas toujours vraiment comme on se l'imagine. Ce qui rend le Père Noël réel, c'est moins le contenu des histoires le mettant en scène, que le contexte social dans lequel il représente, ce personnage, quelque chose pour les membres de l'entourage de l'enfant. Cette épistémologie sociale, en quelque sorte, ne se borne pas au monde de l'enfance. Nous croyons tous tout un tas d'énoncés, non pas en vertu de leur crédibilité intrinsèque, mais parce que c'est la chose qu'il est convenable de croire pour nous dans le contexte où nous nous situons. Faut-il transmettre la croyance dans le Père Noël? Voilà une question à 1 million. Non seulement, il nous faut reconnaître que l'enfant qui croit au Père Noël n'a guère le choix et adhère à ce récit de manière tout à fait rationnelle, mais il faut encore admettre que tous autant que nous sommes, si nous prenons part à cette manigance générale sans même en tirer quelque chose, alors nous faisons preuve d'une forme caractérisée d'irrationalité. Le cas du Père Noël nous permet d'interroger notre rapport à ce qu'est ou n'est pas la rationalité et de la manière dont nous amenons nos enfants à croire certaines choses. Est-il moral d'implanter ou d'alimenter une croyance fausse chez un enfant?
Alors délimiter les contours de ce qui est moral, amoral ou immoral prendrait une vie entière et ma carte mémoire ne pourrait pas y suffire, mais si l'on se réfère, pour aller vite, à l'impératif kantien, qui est l'un des repères de la moralité de notre société, ouvrons les guillemets, agis toujours d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Alors, l'histoire du Père Noël nous pose un sérieux problème. Il s'agit d'un mensonge collectif, organisé, systématique. Chaque acteur de la société prend part à la conjuration. Participer à cela est-ce consentir au mensonge permanent qui détruit la possibilité de communiquer? Je vous pose la question, vous avez 4 heures. Aujourd'hui, de plus en plus de parents refusent de mentir à leur progéniture et évitent instamment de transmettre cette croyance. Cela peut sembler légitime, mais on peut se demander s'il n'y a pas un bénéfice à attendre de la croyance au Père Noël, puisqu'elle débouche sur l'abandon de la croyance et une potentielle leçon importante que l'enfant retiendra sur la saveur des récits trompeurs. L'histoire du Père Noël est sans doute la conjuration la plus structurée, la plus complexe, la plus convaincante qu'un enfant puisse rencontrer dans notre monde. Une histoire qui ne disparaît pas quand on cesse d'y croire, mais qui devient un élément culturel, un rappel de ce à quoi ressemble la crédulité et des efforts qu'il faut faire pour accepter de se défaire d'un récit plein de magie. La manière la plus efficace de réussir l'apprentissage de vertus intellectuelles est certainement la pratique. Le cas du Père Noël nous permet un entraînement et une valorisation de ces vertus, listées ainsi par la philosophe Linda Zagrebski, pardon pour ma prononciation, voici ses vertus: rigueur intellectuelle, humilité intellectuelle, ouverture d'esprit, courage intellectuel, autonomie intellectuelle. Pour les épistémologues et les spécialistes en sciences de l'éducation, l'expérience de la tromperie a des vertus. Il peut être utile que les enfants soient mis en garde contre la grande crédulité que les humains développent envers leur entourage. Les parents savent en général accompagner les doutes naissants et le questionnement de l'enfant, de sorte que la sortie de la croyance est généralement assez bien vécue. Il y a une dimension de rite de passage dans l'abandon de la croyance qui se cristallise dans l'attitude envers les autres enfants. L'enfant initié embrasse la perspective des adultes et entretient chez les plus jeunes que lui la croyance qu'il a fraîchement quittée. Il est volontaire pour mentir aux plus jeunes. L'acquisition de la croyance se fait à travers les témoignages qui entourent l'enfant, mais l'abandon, lui, se réalise souvent de manière indépendante par le raisonnement plutôt que par la monstration, en traquant les incohérences dans les propos des adultes et en détectant les impossibilités de l'histoire racontée. La perte de cette croyance coïncide avec la maturation de la théorie de l'esprit qui commence à s'installer vers 4-5 ans et qui permet de prendre conscience de la complexité du rapport à la vérité. Il faut du temps pour comprendre que tous les mensonges ne sont pas mauvais en soi, par exemple. Il s'agit non pas de manipuler autrui, mais d'être poli, ou d'éviter des paroles qui causeraient du tort. En d'autres termes, le rite de la croyance au Père Noël contribue probablement souvent à l'édification de l'esprit critique de l'enfant. Aux parents qui hésitent sur la conduite à tenir, je n'ai pas de réponse à apporter. Si abandonner la croyance au Père Noël peut constituer une première leçon d'esprit critique pour les enfants, avec le risque d'une désillusion douloureuse, ce sujet est aussi l'occasion pour les parents d'apprendre une leçon sur eux-mêmes et la manière dont ils font des choix sur la base de valeurs, de priorités et d'évaluation des conséquences positives ou négatives. Cette leçon d'esprit critique pour adultes, c'est peut-être le meilleur cadeau que le Père Noël puisse apporter en dehors des moments magiques de l'émerveillement des tout-petits, bien sûr. Conclusion, si vous voulez bien, on peut tirer avantage d'un épisode de croyance
quand on fait l'expérience de croire ce qui est faux, de s'en aviser, de se corriger et d'apprendre à travers le processus. Le bénéfice qui en ressort donne une forme d'utilité à la croyance erronée. L'abandon de la croyance dans le Père Noël représente un passage rituel vers une réalité adulte qui écarte la pensée magique des explications du monde. Théoriquement en tout cas. Le cas du Père Noël relève de l'innocence épistémique, un concept proposé par la philosophe italienne Lisa Bortolotti pour décrire le statut d'une cognition fausse, mais dont la croyance apporte malgré tout des avantages épistémiques. Il n'est pas bon de croire dans le Père Noël puisque c'est une histoire fausse, mais il peut être bon d'y avoir cru, car nous retenons des leçons utiles dans notre rapport à ce que nous voulons croire. Cela nous permet de nous réconcilier avec ce personnage débonnaire et de le déclarer innocent. Joyeux Noël. Des bisous. À bientôt.